Voilà, chers auditeurs, après un petit essai infructueux de connexion avec l'étranger, nous sommes maintenant connectés avec le studio de Judaïka à Bruxelles et je vois en face de moi Isaac et nous allons commencer, si tu en es d'accord, par la commémoration du génocide arménien de 1915. D'abord, oui, on peut s'interroger sur la frilosité de certains hommes politiques, de certains responsables, à utiliser tout simplement le mot de génocide. Euh, il a fallu, il y a quelques jours, que le pape François utilise lui-même ce terme qui colle tout à fait aux exactions commises à cette époque par la soldatesque turque, pour que d'autres pays, et en premier lieu évidemment la Turquie, d'Recep Erdogan, manifestent, protestent, provoquent, menacent de représailles tous ceux qui se rallieraient à la thèse d'un génocide arménien en 1915. Pour la République turque de Recep Erdogan, il s'agit tout simplement d'événements au cours desquels les Turcs et les Arméniens se sont entretués et que, évidemment, les morts arméniennes ont été peut-être plus nombreuses que les morts turques. Mais c'est absolument désolant de voir que 100 ans après, le monde politique, la classe internationale refuse de nommer correctement ce qui s'est passé à cette époque. Obama lui-même évite le terme soigneusement, on contourne le terme. Le président Rivlin en Israël, lui aussi, a évité de prononcer le mot génocide. Tout cela pour ne pas fâcher le voisin turc. Ça devient véritablement impressionnant. Et chez nous, en Belgique, même si le gouvernement belge, le gouvernement fédéral, a reconnu le génocide arménien et a déposé une gerbe de fleurs au monument des Arméniens à Bruxelles, le président du Parlement de la région Bruxelles-Capitale a lui une trouvaille typiquement belge, pour ne pas dire surréaliste, à savoir qu'il a proposé qu'une minute de silence soit proposée aux institutions, avec au choix à la carte le fait de le faire en pensant aux victimes arméniennes ou en pensant aux victimes de naufrages dans la Méditerranée de migrants issus d'Érythrée, du Soudan, de Syrie, de Palestine, etc. Donc maintenant, on aboutit à une commémoration à la carte. Chacun peut mettre ce qu'il veut et on oublie complètement la valeur vraiment symbolique d'une minute de silence en faveur de victimes clairement et nommément désignées. Alors, dans ce tableau sombre que vous rapportez, que vous ébauchez, il y a, c'est vrai, encore trop de résistance à reconnaître de façon très explicite que ce qui s'est produit de 1915 à 1916, lorsque l'Empire ottoman était sur le point de mettre un genou à terre, puisqu'il a été défait, battu en 1919, et c'est l'Empire ottoman qui a commis ce génocide, dont la République turque va être issue dans sa version moderne. Il est vrai que 100 ans après, il y a encore trop de résistance ici et là à reconnaître que ce qui s'est produit en 1915 et en 1916 ressortissait au registre du génocide et non pas de massacre, et moins encore de massacres symétriques qui renverraient les deux belligérants dos à dos. Ce qui s'est produit dans les zones où se trouvaient ces Arméniens ressortit très clairement au registre du génocide. Une très large majorité d'historiens désormais est d'accord pour le dire. Il faut encore, hélas,
vaincre certaines résistances qui tiennent à des considérations géostratégiques. Le plus souvent, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas d'Israël, hélas, 3 fois, hélas, pour le cas d'Israël, et on y reviendra, de ne pas être fichu en 2015, 100 ans après, de dire ce qui est désormais une évidence pour tous, sauf pour les assassins, il s'agissait bien d'un génocide, c'est-à-dire d'une volonté prémédité d'éradiquer un peuple pour ce qu'il est, sous des motifs fallacieux politiques, c'est-à-dire que les Arméniens étaient, aux yeux de l'Empire ottoman, la 5e colonne au profit de la Russie, dans la guerre qui existait à cette époque entre la Russie et l'Empire ottoman. Regrettable en tout cas pour le président américain qui, peu avant son élection, disait que l'administration américaine qu'il présiderait s'il était élu se ferait un honneur de reconnaître et de déclarer publiquement et de façon très explicite qu'il s'est bien agi en l'occurrence d'un génocide. La réelle politique a ses obligations que ses intentions n'avaient pas, ou l'inverse. En tout cas, il ne parle plus de génocide, on parle de massacre. C'est la même chose pour Israël, où un des premiers tenants de la reconnaissance de ce qui s'est passé en 1915-1916, que c'était un génocide, c'était l'actuel président Rivlin. Je parle du temps où ce dernier était président de l'Assemblée, président de la Knesset, où il disait « Il est impératif pour Israël, plus que pour tout autre pays au monde, pour l'histoire précisément du peuple juif, de reconnaître de façon explicite et sans ambiguïté aucune que ce qui s'est produit en 15 et en 16 du siècle dernier, c'était bien un génocide et rien d'autre qu'un génocide. Il s'agit de cesser de dribbler, de jouer avec les mots et avec les idées. C'est un génocide. Israël, le peuple juif, s'honorerait de le reconnaître. Israël et le peuple juif se déshonorent en ne le reconnaissant pas. Alors il est évident que là aussi, comme pour les États-Unis, il y a des raisons de géopolitique qui commandent cette réserve, qui commandent cette prudence, cette frilosité, dirions-nous plutôt. C'est évidemment, le souhait qu'a toujours Israël d'un jour se raccommoder avec la Turquie et que cette reconnaissance d'un génocide priverait toute possibilité de réconciliation entre Israël et la République de Turquie si les Israéliens se décidaient enfin à dire que ce qui s'est produit en 1915 et 1916 était un génocide. Ce serait se couper les ponts de l'avenir et de toute relation à venir sereine avec la République turque lorsque ce pays se sera débarrassé de l'AKP ou lorsque l'AKP aura retrouvé la raison qu'il a perdue il y a déjà longtemps. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles Israël ne refuse, même par la voix de son président qui en était le premier supporter, de reconnaître qu'il s'agit d'un génocide. La deuxième raison, elle tient au fait que Israël entretient d'excellentes raisons avec l'Azerbaïdjan, qui est un pays chiite, qui est frontalier avec l'Iran, et qu'il s'agit de ne pas se fâcher avec cette république azérie qui se trouve au nord donc de l'Iran et qui est voisine de l'Arménie, deux pays qui entretiennent des relations exécrables, puisque l'Azerbaïdjan accuse l'Arménie de massacre lorsqu'il y a eu la guerre au Haut-Karabakh. Donc, ce sont toutes ces raisons-là qui font que Israël ne peut pas ou refuse de reconnaître ce que tout le monde sait qu'Israël reconnaît dans les couloirs, mais refuse d'en faire une parole publique. C'est désolant. C'est d'autant plus désolant que c'est une des raisons qui me fait m'interroger sur la nécessité qu'il y a d'avoir un État, si le fait d'avoir un État oblige à une telle retenue, oblige à une telle frilosité. On aurait souhaité, et on souhaite toujours, que, au-delà de ces considérations géopolitiques qui, aussi valables soient-elles, ne devraient pas empêcher un quelconque pays, et moins encore Israël, de passer outre et de dire que ce qui s'est produit en 1915 et 1916 était un génocide et que ceux qui l'ont perpétré, c'était l'Empire ottoman, dont la République turque est l'héritière. Oui, Isaac, c'est d'autant plus désolant pour Israël que chacun sait maintenant que cet épisode de génocide arménien a servi d'exemple, a servi d'essai
pour l'élimination des Juifs pendant le Shoah par le régime hitlérien. Et en constatant justement le peu de réaction du monde à l'époque à l'égard de la douleur du peuple arménien, Hitler s'est senti autorisé à fabriquer de la même manière un génocide avec le peuple juif. Mais c'est intéressant ce que vous rapportez parce qu'en effet, Hitler disait, vous allez voir, plus personne ne parlera du génocide arménien une semaine après. Et c'est ce qui fait dire à Serge Klarsfeld, je le cite, si le génocide arménien avait été jugé, celui des Juifs n'aurait probablement pas eu lieu. Et c'est ça le danger, de ne pas avoir assez réagi. Et on n'a pas réagi non plus après le génocide de Tutsi, le génocide des Tutsis par le Hutu Power. C'est-à-dire tout ça, le plus jamais ça, hélas, est plus une formule creuse, une formule de style, mais qui n'engage que ceux qui veulent bien y croire. J'ai été, moi, à cette commémoration à Bruxelles, à Ixelles plus précisément, devant le monument qui commémore ce génocide arménien devant le parc Ten Bosch. Il y avait foule, il y avait quelques belles centaines de personnes, peut-être 2000 à 3000 personnes qui étaient réunies. Mais c'était toutes... j'ai eu du mal à trouver parmi la foule des gens, des citoyens belges qui n'étaient pas d'origine arménienne. Ce qui veut dire que cette peine, hélas, elle est circonscrite à ceux qui l'ont subie, à leurs héritiers. Mais est-ce que quelqu'un en a fait une leçon? Est-ce que quelqu'un en tire un enseignement? Est-ce que quelqu'un se commande, sans être arménien, d'être présent là pour dire, eh bien, nous ne permettrons pas cela, nous ne pouvons pas le permettre, nous ne pouvons pas nous permettre une nouvelle indifférence, parce que l'indifférence, comme on le sait, le bruit des pantoufles est plus dangereux encore que le bruit des bottes. Isaac, je vous propose de passer maintenant à la situation dans le nord d'Israël, actuellement avec un regain de tension entre Palestiniens et Israéliens, regain d'attentats terroristes, attentats à la voiture bélier, attentats au couteau, attentats aux bombes incendiaires. Et encore ce matin, c'était à Benjamin, à Elisha, à l'école préparatoire d'Elisha. 6 terroristes arabes ont attaqué cette école primaire qui surplombe la côte de Tel Aviv. Ce sont des terroristes dans le village de Betrina qui ont frappé à plusieurs reprises, ont fait sauter des fragments de tuyauterie bourrés d'explosifs et des bouteilles incendiaires. Ce genre d'attentats ont été perpétrés depuis le mois de janvier et février dernier à plusieurs reprises. Et là, sur le campus de l'école d'Elisha, ils ont été récidivés. Donc, finalement, les responsables ont été appréhendés. Et la justice va maintenant leur réserver le sort qu'ils méritent. Mais ce qui est préoccupant également, c'est le nombre d'attentats au couteau. Des attentats qui sont d'ailleurs rapportés de façon bizarre par notamment Reuters, par l'agence l'AFP, c'est qui évidemment donne une image singulière de la réalité, complètement éloignée de cette réalité. Alors je prends par exemple également une dépêche de la Associated Press en disant, intitulé Israël, le titre, 2 Palestiniens tués par des policiers. Vous savez très bien que c'est le jeu constant des policiers israéliens que de tirer à vue sur des jeunes Palestiniens. Alors je lis le début de la dépêche. Des policiers israéliens ont abattu samedi à Jérusalem et à Hebron 2 Palestiniens qui brandissaient des couteaux. Notez bien, plus tard dans la journée, 3 policiers ont été blessés au cours d'une 3e attaque, selon les forces de l'ordre, ce qui tempère évidemment la réalité des faits, puisque c'est une vue partielle, pour ne pas dire partisane. À la suite de quoi, des dizaines de jeunes Palestiniens ont affronté les forces de police en lançant des pierres, et les policiers ont répondu par des gaz lacrymogènes. Bombe incendiaire a été lancée vers un autobus qui circulait sur l'autoroute en direction de Jérusalem. Dans la ville de Hebron, un Palestinien a poignardé à plusieurs reprises la tête et le torse d'un policier israélien.
L'agent est parti à l'hôpital. D'autres policiers présents au moment de l'attaque avaient ouvert le feu sur l'assaillant qui a été tué. En fin de journée, un véhicule qui roulait en direction du cimetière du Mont-Olivier, à Jérusalem-Est, a dévié de la route et percuté par hasard 3 policiers israéliens en blessant un selon la police. En fait, cette série d'attaques s'est produite une semaine après que les autorités israéliennes ont déclaré qu'un Palestinien de 37 ans avait intentionnellement foncé dans un groupe de juifs israéliens près de Jérusalem, tuant un homme et blessant sérieusement une femme. Donc ça devient une espèce de routine qui se développe à Jérusalem et au nord, en Cisjordanie, voilà qui nous inquiète profondément sur les relations futures entre Israël et l'autorité palestinienne, qui ne dément pas, qui ne condamne pas ce genre de comportement, sachant très bien que ces gens sont qualifiés de shahid et honorés en tant que tels. On leur donne ensuite le nom d'une place, d'un parc. On verse à leur famille des émoluments importants pour le prix de leur sacrifice. Et voilà comment on continue à enchaîner cette spirale de la violence et de la haine. Oui, malheureusement, elle n'est pas près de prendre fin, cette spirale de la violence et de la haine. Effectivement, il y a un processus politique qui est dans une impasse totale. La question ici, dans le débat qui nous occupe, c'est pas de savoir qui est responsable. Nos auditeurs savent ce que nous en pensons de la responsabilité des uns et des autres quant à l'impasse. Mais en tout cas, il y a pour l'instant une impasse totale sur un plan politique. Il n'y a rien qui émerge et il est certain que cette envie d'en découdre avec les Israéliens et d'ôter la vie de l'un ou l'autre d'entre eux est toujours présente dans l'esprit de certains Palestiniens. Israël s'en défend autant qu'il le peut, mais hélas, il ne peut pas prévenir toutes les tentatives d'attentats ou de volonté homicide. C'est regrettable. Il y a donc de la tension, c'est vrai, en Judée-Samarie. Pourtant, on voit que la sécurité, la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne connaît une période particulièrement faste, je dirais, contrairement à ce que les Palestiniens menacent toujours les Israéliens de faire, c'est-à-dire de mettre un terme à cette coopération sécuritaire du fait de l'absence de perspective dans le processus politique, c'est ainsi qu'ils le vendent. Il y a sur le terrain une coopération sécuritaire qui ne se dément pas et qui au contraire s'intensifie, puisque on en parlait déjà la semaine dernière d'ailleurs, des policiers palestiniens, à peu près 80 ou 90, qui circulent dans les territoires sous administration palestinienne à quelques encablures seulement de la frontière de la grande municipalité, de la municipalité du Grand Jérusalem. C'est-à-dire que on a vu des policiers égyptiens, palestiniens vêtus de bleu foncé, armés, patrouiller dans les rues de Aboudis, d'Azarieh, de Ram et de Bidou, c'est-à-dire dans l'immédiate proximité des quartiers orientaux de la capitale israélienne. Bien dans les territoires palestiniens, mais on n'est pas dans la municipalité du Grand Jérusalem, mais vraiment dans une zone qui tutoie pratiquement les frontières de cette municipalité du Grand Jérusalem, ce qui atteste de ce que cette coopération fonctionne et de ce que les Palestiniens, on ne parlera naturellement pas des attentes des Israéliens, de ce que les Palestiniens eux-mêmes ont intérêt à éviter les débordements que vous rapportiez, parce que strictement personne, n'a à gagner à ce que ces territoires s'enflamment comme ils se sont enflammés en 87 et puis en 2000. Nul doute que si ces territoires devaient s'enflammer, et il y a pas mal de gens qui essaient de les enflammer très régulièrement, le Hamas certainement, d'autres organisations terroristes que le Hamas, mais aussi l'Iran, qui a promis d'armer les cellules du Hamas et les cellules terroristes qui se trouvent en Judée-Samarie et qui veulent effectivement faire monter la tension. Ce sont les seuls qui y ont intérêt. Par contre, l'autorité palestinienne, si une espèce de soulèvement organisé devait arriver, il est probable que l'autorité palestinienne n'y survivrait pas. Donc,
intérêt de le prévenir. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les incidents sont évitables. Hélas, ils arrivent et ils ôtent la vie encore à trop de gens. Maintenant, quant à la manière dont ils sont rapportés par la presse en général et en particulier par les agences de presse que vous avez citées, la société de presse, l'AFP ou Reuters, on sait le mal terrible qu'ils font dans la pérennisation du conflit et en choisissant des mots aussi tragiques que activiste, par exemple, pour parler d'un assassin, pour parler d'un terroriste, est particulièrement scandaleux dans la mesure où, quand les Israéliens éliminent un tel, entre guillemets, activiste, la personne qui a validé le mot activiste et qui le lit, voit Israël comme un assassin, puisqu'il s'agit d'un crime de guerre de s'en prendre à un activiste. Un activiste, c'est quelqu'un qui a une activité politique et pas une activité terroriste. Et de mélanger les deux mots, de cultiver cette ambiguïté entre activiste et milicien, entre activiste et terroriste, on fait peser une suspicion sur Israël qui s'en prend à des gens qui n'auraient qu'une activité politique. Quelqu'un qui conduit une voiture et qui lance cette voiture dans un groupe de juifs n'est rien d'autre qu'un assassin de juifs antisémites. Le conflit gagnerait beaucoup à ce qu'on le rapporte comme ça dans le monde, de manière à faire pression sur l'autorité palestinienne qu'elle condamne sans équivoque ce type d'agissement. Bon, je crois que nous allons peut-être céder bientôt la place aux actualités. Oui, dans une minute. Et c'est exactement dans une minute. Et nous reparlerons, lorsque nous reprendrons l'antenne à 17h32 à peu près, nous parlerons également de cette tension qui monte au nord d'Israël, c'est-à-dire à la frontière entre Israël et le Liban d'une part, et entre Israël et la Syrie d'autre part. Mais également, nous parlerons de ce qui se passe à Gaza, parce que les Iraniens voient d'un très mauvais œil ce qu'ils considèrent être une trahison du Hamas à l'égard de l'Iran et à l'égard du pouvoir syrien et également dans le conflit yéménite, puisque le Hamas a pris fait et cause pour l'intervention sunnite contre les Houthis au Yémen. L'Iran voit ça d'un très très mauvais œil et est en train de préparer l'implantation à Gaza d'une espèce de Hezbollah à Gaza, c'est-à-dire de cellules chiites qu'ils implanteraient ou qu'ils sont en train d'implanter. Il s'appelle le Hesn, H-E-S-N, qui veut dire fortification. Ils sont en train de l'implanter à Gaza pour faire pièce au Hamas, sur qui ils font pression pour qu'ils cherchent à provoquer un peu plus Israël par le lancement de roquettes ou d'obus de mortier. Voilà, il est maintenant 17h30 moins 5 secondes. On se retrouve dans 2 minutes. À tout de suite. Ok, merci. Oui, Isaac, à l'instant, on vient de nous parler des pourparlers informels, discrets, des contacts, des discussions secrètes qui auraient lieu encore entre Israël et le Hamas. Je crois qu'indépendamment de ces rumeurs, qu'elles soient confirmées ou non, il faut noter également que le Hamas tente de prendre pied en Cisjordanie. C'est une donne nouvelle dont la réalité s'avère un peu plus évidente de jour en jour. Et j'en prends pour preuve les élections académiques à l'université de Birzeit, organisées évidemment par l'autorité palestinienne, qui se sont rendus compte avec effroi que à la fin des élections, il y a un bloc islamique affilié au Hamas qui a gagné pas moins de 26 sièges, n'en laissant que 19 au Hamas, à la liste du Hamas. Au Fatah. Du Fatah, excusez-moi. Ce qui a évidemment sonné le tocsin du côté de l'autorité palestinienne, et qui a, moins de 48 heures après les résultats de ce vote, ont annoncé que la sécurité palestinienne arrêtait des étudiants élus de ce bloc islamiste, et ensuite supprimait les élections envisagées dans les autres universités. Voilà comment on résout les problèmes dans l'autorité palestinienne, mais c'est quelque chose d'assez préoccupant.
c'est vrai. C'est peut-être une des raisons aussi, vous en doutez, que le président Abbas n'a pas voulu se soumettre à des élections libres et publiques pour ne fût-ce que renouveler son mandat ou acquérir une nouvelle légitimité, ce dont il se passe aisément jusqu'à maintenant. Donc voilà un autre danger qui plane. Allô? Oui, Gérard, on vous a perdu. On va essayer de vous retrouver. On arrête l'émission pour une trentaine de secondes. On s'en excuse naturellement auprès de nos auditeurs. Voilà, Gérard, vous êtes à l'antenne. Voilà, la relation est rétablie. En attendant de passer au pigeon voyageur, on continue par téléphone. Isaac, nous parlions justement de la menace du Hamas qui se précise de prendre position au sein de la Cisjordanie, comme ils disent, et qui vise à empêcher l'autorité palestinienne de poursuivre son implantation et de poursuivre également la recherche de légitimité dont ils ont besoin. Oui, alors si le Fatah ou l'autorité palestinienne a très peu de chances de reprendre pied à Gaza, où le Hamas règne en maître, où il l'a montré plusieurs fois depuis 2007, où il a expulsé manu militari les militants de l'autorité palestinienne, il n'en est pas de même en Judée-Samarie, où à l'inverse le Hamas s'implante. Et la chasse au Hamas, oui, mais le Hamas s'implante un peu plus chaque jour, quelle que soit la chasse que lui donne l'autorité palestinienne, et d'ailleurs les services de renseignement israéliens. Donc, il y a toujours cette ambition du Hamas de prendre pied, de prendre plus pied, d'étendre son influence politique et physique en Judée-Samarie. Mais il y a également ce que nous disions tout à l'heure à propos de la volonté de l'Iran d'armer ces cellules terroristes du Hamas, quelles que soient les mauvaises relations qui existent pour l'instant entre cette organisation terroriste palestinienne et l'Iran pour sa trahison sur le dossier syrien et yéménite. Et donc il y a cette ambition d'armer le Hamas en Judée-Samarie pour bien embêter Israël, comme déjà la présence iranienne sur le plateau du Golan commence à embêter Israël. Nous en reparlerons tout à l'heure. Donc il y a plusieurs fers au feu du côté du Hamas, parce que si d'un côté, en effet, il n'hésite pas à se confronter à l'autorité palestinienne et dans l'ambition d'être une nuisance pour Israël sur ses frontières orientales, sur ces frontières occidentales, c'est-à-dire dans la bande de Gaza, il y a en effet, comme nous le confirmait notre journaliste Jim tout à l'heure, il y a des discussions qui ont commencé entre les autorités militaires, le coordinateur du gouvernement israélien dans les territoires, le Kogat, avec l'assentiment naturellement du chef d'état-major israélien Gadi Eisenkot et naturellement le blanc-seing des autorités politiques, a entamé des négociations avec le Hamas. Le Hamas avait déjà fait des appels du pied à Israël il y a de cela 2 ou 3 mois, au tournant de l'année, décembre 2014, janvier 2015, où il proposait un plan de Houdna, d'une paix longue de 5 à 10 années. À l'époque, tout de suite, les Israéliens n'avaient pas répondu, mais il semble maintenant que les Israéliens, d'une part, le Hamas de l'autre, sont en train de négocier des conditions de cette trêve longue qui permettrait aux Palestiniens de respirer, aussi d'asseoir plus encore leur présence, leur mainmise politique sur la bande. On dit même d'ailleurs à cet égard qu'un État palestinien pourrait plus vite naître qu'on le pense, mais pas là où on le croit, c'est-à-dire qu'il y a cette tentation étatique de la part du Hamas de déclarer un État ou un émirat dans la bande de Gaza. Non plus à Ramallah, mais à Gaza. Exactement. Donc il y a des discussions entre les Israéliens et le Hamas. Elles se font naturellement en coulisses. Jamais Israël ne va reconnaître ces discussions parce qu'il ne s'agit pas de questionner le regard officiel que Israël porte sur cette organisation, qui est une organisation terroriste. Mais chacun a y gagné. Israël, la paix à ses frontières sud. Le Hamas, une sorte de certificat d'existence, puisqu'il discute avec
Israël et aussi de renforcer le Hamas par rapport à cette implantation que nous disions tout à l'heure par l'Iran d'un Hezbollah à Gaza pour faire pièce au Hamas, qui est un peu trop mièvre dans ses provocations à l'égard d'Israël, estime l'Iran, qui veut aussi punir le Hamas d'avoir pris fait et cause pour les rebelles contre le gouvernement Assad en Syrie et pour avoir pris fait et cause pour la coalition sunnite au Yémen contre les rebelles outils soutenus par l'Iran. C'est un peu compliqué tout cela, mais enfin, chacun a y gagné, semble-t-il, et ça... Et elle la reconnaîtra, les siens. Oui, et c'est ça, et ça ennuie évidemment beaucoup l'autorité palestinienne, qui considère qui accuse Israël d'aider le Hamas à établir un rival. C'est pas tout à fait faux, d'ailleurs, effectivement, mais en même temps, les Israéliens savent qu'ils doivent faire vite pour aider Gaza à se sortir de la situation extrêmement précaire dans laquelle il se trouve après la confrontation de juillet et août 2014, et que si rien n'est fait pour améliorer le sort de la population civile de Gaza, ça pourrait donner des raisons au Hamas de chercher à nouveau à en découdre avec Israël dans les mois qui suivent. Il y a donc urgence à le faire, et comme l'autorité palestinienne est parfaitement incapable politiquement et militairement de supplanter le Hamas et que Israël n'a pas le temps d'attendre que l'autorité palestinienne soit prête pour le faire, eh bien les Israéliens ont tiré le bilan, la conclusion qu'ils doivent impérativement faire ce qu'il faut pour aider à la reconstruction et à l'amélioration des conditions de vie à Gaza pour éviter une nouvelle conflagration avec le Hamas, sinon ça signerait l'échec de l'opération Bordure Protectrice qui a été faite en juillet et août dernier. Donc chacun a y gagné, et à cet égard, contrairement à ce qu'on veut bien dire dans les télévisions et dans les radios et dans les journaux, jamais on a assisté depuis bien longtemps à des échanges aussi importants de matériaux et d'hommes aussi entre Gaza et Israël. J'ai quelques chiffres ici, pardonnez-moi si c'est un peu fastidieux. Je voulais d'abord ajouter une chose, c'est que si en effet les fonds qui ont été promis par les donateurs à la conférence de Paris, rappelez-vous, juste après le mois de août 2014, après la dernière affrontement entre Israël et le Hamas, si ces fonds tardent à arriver, il n'en reste pas moins que 85% des résidents dont les maisons avaient été détruites dans cet affrontement, ces 85% ont déjà reçu des matériaux leur permettant de reconstruire leur maison, et 60%, c'est-à-dire 50 000 personnes, sont déjà en train d'effectuer des travaux de rénovation dans leur maison détruite. Il faut savoir une chose, c'est que depuis le début de l'année 2015, 33 000 camions ont passé le point de passage de Keren Shalom, amenant à peu près 1 million de tonnes d'équipement. Ça veut dire qu'il y a à peu près 440 camions par jour qui franchissent le point de passage entre Israël et Gaza, contre 250 l'année dernière. Et il faut savoir que rien qu'en avril, le mois dans lequel nous nous trouvons, c'est plus de 520 camions par jour qui passent. D'un autre côté, il y a 40 000 personnes qui ont pu rentrer en Israël par le point de passage de Erez. La moitié étaient des marchands, des commerçants, à qui Israël a autorisé l'exportation de leurs produits agricoles, à la fois vers la Judée-Samarie, à la fois vers l'étranger, mais aussi pour le marché israélien, et on est en train d'étudier la possibilité de donner des permis de travail pour des Palestiniens de la bande de Gaza dans les localités voisines de la bande de Gaza. Voilà. Ce qui se met en place, donc, c'est une espèce d'institutionnalisation de la trêve, à charge naturellement pour le Hamas de veiller à ce que cette trêve soit respectée par tout le monde dans la bande, à faire la police de la bande, empêcher les provocations, parce que sinon le message est clair de la part d'Israël: si le Hamas
n'arrive pas à faire respecter cette trêve, Israël sait qui est le responsable, qui est le gérant, il sait quel téléphone décrocher, c'est-à-dire il sait où frapper, et le Hamas aura intérêt à se tenir à ses engagements. Voilà ce qui se discute, pendant que, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, l'Iran est extrêmement fâché à l'égard du Hamas, parce que le Hamas a tourné le dos à la Syrie, au régime de Assad. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le Hamas a été expulsé de Damas et a été planté sa tente au Qatar, tout à fait, et essaie d'implanter une organisation terroriste symétrique à celle du Hamas, qui est en tout point semblable à celle du Hezbollah. Même son drapeau est le même, c'est-à-dire un bras qui tient une Kalachnikov, sauf que là, pour le mouvement Hezn, H-E-S-N, qui veut dire fortification, eh bien, il y a une carte de la Palestine, de la mer jusqu'au fleuve. Jusqu'au fleuve, ayant éradiqué déjà la présence d'Israël dans cette géographie. Bien sûr. Bien. Autant de données qui ne nous échappent pas, mais qui font croire encore que les Palestiniens ne peuvent pas prendre la place d'Israël. Mais chacun croit ce qu'il veut. Je voudrais revenir maintenant peut-être sur le suivi des élections israéliennes, où les négociations se poursuivent entre Bibi Netanyahou et les différents partis de la coalition potentielle. Et en ce qui concerne, par exemple, les négociations avec Naftali Bennett, il semblerait que Naftali Bennett se soit replié sur le poste de ministre de l'Éducation qui lui a été proposé, semble le considérer favorablement. Cette seule annonce potentielle encore a déclenché un tir de barrage de membres de la Knesset, notamment du camp sioniste. C'est le cas du député Omer Barlev, qui déclarait que Naftali à l'éducation nationale serait une très mauvaise chose car il représente, je cite, l'aile droite d'un futur gouvernement de droite. C'est également monté au créneau l'ancienne chef du parti Meretz, Zahava Galon, qui est allée aussi de sa condamnation préventive. Assisté en cela par un article de Yossi Sarin du Meretz, ex-ministre de l'Éducation en 1999 et 2000 pendant un an, dans le journal Jérusalem Post de ce matin, et qui avait cette phrase, je cite, « La seule pensée de cette possibilité est absolument atroce ». Vous voyez que les mots sont particulièrement choisis et l'attaque est véritablement très, très, très forte. Hein. Voilà. Et Yalon a ajouté, dans ce procès d'intention à l'égard de Naftali Bennett, annonçant une recrudescence du racisme, de la haine et de la violence dans la société. Voilà ce qui serait le résultat d'une telle nomination vis-à-vis de la jeunesse israélienne. Voilà. Il est regrettable que des commentaires aussi caricaturaux, aussi grossiers et donc aussi insignifiants sur ce que ferait ou ne ferait pas Naftali Bennett s'il était nommé comme le responsable de l'éducation nationale en Israël. C'est absolument consternant de voir que décidément l'opposition, quelle qu'elle soit d'ailleurs, n'a pas appris les leçons du passé. C'est pourtant pas un passé très très éloigné, puisque c'est un passé qui remonte au mois de février et mars de cette même année, lorsqu'on était en pleine campagne électorale et qu'on a entendu ce genre de part et d'autre d'ailleurs. L'actuelle majorité, la majorité pressentie comme l'opposition, tenait des propos absolument consternants sur l'adversaire. Il est bon de retrouver un peu le sens de la mesure, le sens de la sagesse, le sens de la modération et de l'intelligence, parce que à estimer que Bennett, j'ai entendu des commentaires semblables, lorsque Bennett exigeait et trépignait et tapait du pied auprès de Benjamin Netanyahou pour avoir le portefeuille
portefeuille du ministère des Affaires étrangères. On disait que cet homme à cette place-là serait une catastrophe. On dit la même chose de la même personne s'il recevait le portefeuille de l'Éducation nationale. Ça veut dire que, eh bien, cette personne est pour l'opposition. Eh bien, n'est fait pour strictement aucun portefeuille, et qu'il devrait quitter la politique parce qu'il commet le crime impardonnable pour cette opposition d'incarner l'aile droite de la droite. Bien, il y a bien une aile gauche de la gauche qui est permise. Il peut y avoir également une aile droite de la droite sans pour autant que ce soit un personnage à excommunier. Mais effectivement, il y a une ébauche de solutions qui semble se mettre en place, se profiler, oui, c'est le bon mot, qui semble se profiler pour l'instant ces dernières heures, puisque il semblerait que depuis quelques jours, Bennett n'exige plus comme condition de sa participation à la coalition des 67 sièges de recevoir le ministère des Affaires étrangères, mais qu'il se, entre guillemets, contenterait du ministère de l'Éducation nationale, pour lequel il semble s'être pris de passion. Ce sont ses propres termes. Bien, il semble que c'était l'élément qu'il fallait pour débloquer la situation, parce que le ministère des Affaires étrangères resterait l'apanage, resterait aux mains de celui qui l'a détenu ces dernières années, c'est-à-dire Avigdor Lieberman. Alors, on a dit la même chose, rappelez-vous d'Avigdor Lieberman lorsqu'il avait reçu ce portefeuille, que ce serait absolument catastrophique, que c'est l'image la plus déstable d'Israël. Il faut aussi savoir une chose, c'est que le ministère des Affaires étrangères israélien, dans tout autre pays, c'est un ministère particulièrement prestigieux, en Israël aussi, bien évidemment, mais il faut savoir une chose... C'est un État dans l'État, même, dans certains pays. Oui, c'est vrai, mais enfin, le ministère des Affaires étrangères, ça reste un poste réservé, relativement réservé au Premier ministre, dont on sait qu'il se garde de toutes les façons, jalousement, la gestion des affaires israélo-américaines, dont il nomme d'ailleurs, lui, personnellement, le nom de l'ambassadeur à Washington, ce qui veut dire que, bon, Avigdor Lieberman a une marge de manœuvre, une liberté de manœuvre relativement restreinte. Il ne touche pas aux relations américano-israéliennes. Ça, comme on le disait, c'est le Premier ministre et même un peu plus le ministre de la Défense que le ministre des Affaires étrangères. Bon, c'est vrai qu'il y a la gestion des affaires européennes. Ça n'est pas trop mal tiré. Et les affaires africaines, où il n'a pas fait que des bêtises non plus. Bien. On verra ça la semaine prochaine, parce qu'on sera alors, si mes calculs sont bons, le 4 mai. Le 4 mai, soit oui, l'avant-veille de l'échéance des 28 plus 14 jours qui sont accordés aux formateurs pour essayer de dégager une coalition. Ça semble se mettre en place ces derniers jours, et possiblement, sinon probablement, on devrait avoir l'annonce de cette nouvelle que la coalition a été formée avant la fin de la semaine, mais avec prudence. D'autant que, semble-t-il, les contacts s'intensifient entre Moshe Carlon et les émissaires de Benjamin Netanyahu. Tout à fait. Voilà, le dernier état de la situation. Bien, je voulais peut-être aborder également une annonce assez consternante. C'est que Amnesty International, bien connu pour ses actions d'éclat, généralement, dans le domaine qui est le sien, refuse absolument d'entamer un combat contre l'antisémitisme. C'est assez curieux de la part de cette organisation internationale qui en avait fait l'un de ses drapeaux au départ et qui semble virer de bord et abandonner cela à qui? À personne. On va être plus précis, c'est pas qu'il refuse de combattre l'antisémitisme, mais il refuse d'en faire un combat singulier. C'est-à-dire, l'Amnesty International a voté d'ailleurs sur une proposition qui avait été soumise au vote, que, eh bien, Amnesty International ait un programme tout spécifique destiné à lutter singulièrement contre l'antisémitisme. La réponse de ce vote, c'est un vote extrêmement rapproché, 467 voix contre 461, si mes souvenirs sont bons, ont décidé, à l'issue de ce vote, Amnesty International a décidé de ne pas consacrer une lutte particulière ou une attention particulière à la lutte contre l'antisémitisme, considérant à cette courte majorité bien que la lutte contre l'antisémitisme ressortissait au registre de la lutte contre toutes les discriminations
mobilisation contre tous les racismes et qu'il n'y avait point besoin de singulariser le combat. C'est le sens de la décision. On le regrette énormément parce que la lutte contre tous les racismes, c'est une chose, la lutte contre l'antisémitisme, c'est une autre, puisqu'on a trop souvent observé que désormais, dans la nouvelle langue, dans la novlangue, eh bien, on fait de l'antisémitisme au nom de l'antiracisme et que des gens qui se proclament antisémites, qui se proclament antiracistes, ont des comportements ou des propos qui tombent sous le coup de l'antisémitisme à l'évidence. Donc, on déplore ce refus de prendre conscience de la nécessité qu'il y a d'avoir une lutte toute singulière contre l'antisémitisme et qui a fait d'ailleurs, et qui est la raison toute particulière, ce besoin de combattre singulièrement l'antisémitisme, c'est-à-dire de considérer que la lutte contre l'antisémitisme échappe ou doit faire l'objet d'une lutte toute singulière, toute particulière. C'est cette raison-là, ce constat-là, qui a présidé à la naissance de la Ligue belge contre l'antisémitisme, et qui ne s'appelle pas Ligue belge contre le racisme et l'antisémitisme, pour cette raison précisément que l'antisémitisme et sa résurgence exigent un combat singulier. Voilà. Isaac, on peut peut-être dire un mot maintenant de la fondation Clinton. Oui, la fondation Clinton. Clinton, qui était mise en œuvre pour préparer une possible élection d'Hillary Clinton, d'abord aux primaires, et puis ensuite à la présidence des États-Unis pour succéder à Obama. Alors la fondation Clinton, elle existe depuis déjà 12-13 ans, 2001-2002, si mes souvenirs sont bons. Elle s'appelait Bill Clinton et maintenant elle est devenue la fondation Bill, Hillary et Chelsea Clinton depuis 2 ou 3 ans, me semble-t-il. Et effectivement, c'est si vous voulez, une arme de guerre sur le plan politique pour d'abord continuer d'assurer la visibilité de la famille Clinton, du clan Clinton, et également donner des outils pour Hillary Clinton dans ses ambitions présidentielles. Il faut encore qu'elle soit nommée par son propre parti. Bon, les analystes convergent pour dire que c'est possible, sinon probable, et puis pour espérer devenir présidente des États-Unis. L'information à laquelle vous pensez, il y en a 2 d'ailleurs. C'est la première, c'est que financement de cette fondation. Cette fondation, la section égyptienne de cette fondation, en tout cas, était dirigée de 2007 à 2012 par un dénommé Gad El Haddad, qui a donc dirigé la fondation Clinton en Égypte de 2007 à 2012, n'est rien moins qu'un frère musulman qui a été arrêté en 2013, en août 2013, soit 1 an après avoir cessé ses fonctions dans la fondation Clinton, par le pouvoir égyptien, précisément pour son appartenance aux frères musulmans. Frères musulmans. Ça, c'est déjà la première information. Donc, à la tête de la fondation Clinton Égypte se trouvait un frère musulman. Et la deuxième information, c'est qu'on trouve parmi la liste des donateurs importants de la fondation Clinton un certain Issam Fares, qui aurait fait une donation, on est assez peu précis quant au montant de ces donations, entre 1 million et 5 millions de dollars. Mais ce Issam Fares est un milliardaire libanais qui est extrêmement proche, un ami proche de Nasrallah, et donc extrêmement proche du programme politique du Hezbollah. Voilà. Voilà donc qui soutient la fondation Clinton. Difficile avec ce genre d'informations de prétendre diriger un pays comme les États-Unis qui considèrent d'ailleurs toujours que le Hezbollah est une organisation terroriste, qu'il s'agisse de sa branche politique comme de sa branche militaire. Voilà, il est 17h... De jouer plus tard un rôle de médiateur. Voilà, il est 18h dans 10 secondes, donc on va s'arrêter ici, le temps de saluer nos auditeurs et de leur donner rendez-vous pour la semaine prochaine. Et leur présenter nos excuses pour les petits problèmes techniques qui nous ont affectés et ils sont indépendants de notre volonté. Tout à fait. À la semaine prochaine, Gérard. Au revoir.